Bonjour à tous, donc Pierre Strosser d'Actéon. Par rapport à ce qui avait été annoncé, je propose de parler de ce qu'on fait en fin d'intervention, puisque je pourrais du coup faire référence à des éléments que j'aurais présentés dans mon intervention et ne pas les répéter. L'intervention, donc vous voyez le titre ici, donc on rentre sur une question de biodiversité et on va essayer de parler de valeur. Alors sur la question de notre responsabilité, qu'elle soit individuelle ou collective, par rapport à l'environnement, aux ressources naturelles, je pense que personne ne remet en question le fait qu'on a des efforts à faire pour protéger ce qu'on voit à l'extérieur. Et il y a pas mal de régulations environnementales qui nous le répètent au quotidien, avec une prise de conscience sur la question environnementale qui est fortement tirée par l'Europe aujourd'hui. Par contre, en pratique, quand on regarde ce qui se passe autour de nous, vous sortez de Strasbourg, vous voyez de l'urbanisation qui continue à avancer, vous voyez des zones humides qui disparaissent. Et donc on se rend bien compte qu'on a un problème de mise en œuvre de cette politique environnementale et de prise de conscience de chacun, que ce soit nous en tant que consommateurs ou acteurs économiques, d'internaliser cette question de la protection. Et donc, une des questions, c'était de se dire, mais finalement, comme on a du mal à appréhender le fait que je suis responsable de protéger l'arbre que je vois dehors, peut-être que donner une valeur à cet arbre me permettrait de clarifier ce qu'est l'importance de cet arbre et du coup d'intégrer cet enjeu de valeur dans mes décisions, moi en tant qu'acteur économique ou consommateur, de la même manière que j'ai des prix, des coûts, d'autres activités ou d'autres produits que j'utilise dans mon quotidien. Et donc on va essayer de réfléchir à ce que pourrait être une question de valeur, à quoi ça pourrait servir. Et puis, je reviendrai sur qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, quelles sont les pratiques et quelles sont les limites qu'on a sur les pratiques quand on essaye d'estimer une valeur de l'environnement. On va faire une danse à 4 temps. La première, ce serait juste de dire rapidement pourquoi on veut de la valeur. Une petite illustration, à quoi ça ressemble. Un point sur comment finalement j'obtiens des valeurs pour l'environnement, pour la biodiversité, pour certaines des ressources naturelles, pour lesquelles on n'a pas forcément de marché aujourd'hui. Vous allez au supermarché, vous pouvez acheter de la farine, vous ne pouvez pas acheter de biodiversité, vous avez beau chercher, il n'y a pas de petit endroit qui vous dit voilà ce que vous pouvez acheter comme fleurs, comme partie d'espace naturel, parce que vous voulez le protéger. Et je viendrai en dernier sur dire, mais finalement, est-ce que c'est que de la théorie dont je vous parle? Ben non, aujourd'hui, il y a une certaine pratique qui se développe, plus ou moins chaotiquement. Et je vais essayer de souligner des problèmes, des difficultés qu'on rencontre avec cette mise en pratique. Je serai très court. Donc, il y a un transparent par question, principalement pour vous faire réfléchir. Donc, pourquoi est-ce qu'on essaye de donner une valeur? Donc, une valeur monétaire. Donc, le premier enjeu, c'est d'essayer d'expliciter l'importance qu'a la biodiversité, la nature, pour l'homme, en particulier pour des éléments pour lesquels il n'y a pas de marché qui facilement nous donne une valeur. Et on essaye de le faire pour plusieurs raisons. La première, c'est de dire, si j'arrive à donner une valeur, à vous dire combien d'euros vaut mon arbre, peut-être qu'on enrichit et qu'on fait prendre conscience aux gens que c'est important de le protéger. On a également des enjeux de prendre en compte des valeurs quand on définit des stratégies, que ce soit des stratégies de développement économique, industriel ou des stratégies de protection de la nature, dans lesquelles on est sans cesse en train d'essayer de comparer un développement économique d'une part avec la nécessité de protéger, de conserver certaines des espèces ou certains espaces naturels qui sont potentiellement mis en danger par le développement économique. Parfois, on a besoin de valeurs pour réfléchir à des nouveaux modes de financement. Et l'exemple qu'on a, qui viendra juste après moi, montrera comment, finalement, quand on parle d'environnement, de biodiversité, très rapidement, on va parler de biens et de services fournis par les écosystèmes naturels et que selon la valeur de ces biens et services, on peut imaginer des modes de financement entre des gens qui bénéficient de ces biens, de ces services, et puis des gens qui doivent adapter leurs pratiques de l'autre côté pour les fournir. Donc là, on aura après un exemple entre un monde agricole et puis le monde de l'eau.
Dans certains cas, on peut se dire aussi qu'on a besoin de valeurs pour réfléchir à des mesures compensatoires. J'y reviendrai par la suite. Donc, Airbus qui étend ses industries en Allemagne, des plantes qui sont mises en danger, des espaces naturels. On accepte quand même de les détruire et on se dit finalement, il faut une compensation et la valeur de cette compensation doit être égale à minima à ce qui a été détruit au départ. Ça, ce serait un deal. Et donc la question qui pourrait se dire, tiens, si on essaye d'avoir des équivalences, peut-être que la valeur économique nous aide à faciliter certaines équivalences. Et puis, ce que je mettais également, finalement, on peut aussi penser à de la valeur économique quand on parlera de dédommagement. Tout le monde a en tête les enjeux de marée noire. On vient de passer à travers une série de jugements sur une marée noire célèbre en France, tristement célèbre, dans lequel il y a eu du dédommagement, c'est-à-dire qu'on a accepté de payer des gens. Alors on peut se poser des questions sur qu'est-ce qui va être la base du paiement qu'on va faire à ces gens. Il y a eu de l'industrie, du tourisme qui a été affecté, donc peut-être qu'on peut compenser des pertes d'une activité économique classique, mais il y a également eu de la dégradation de l'écosystème marin. Et donc on pourrait se dire, si j'arrive à avoir une idée de la valeur, de l'importance économique de cet écosystème marin plus global, peut-être que ça m'aide à définir ce que pourrait être un dédommagement juste. Un juste étant à prendre avec des pincettes. On voit bien toute la difficulté de définir ce que c'est quelque chose de juste. Alors à quoi ça ressemble? Là, je donne des choses très très simples. Je ne suis pas sûr que vous allez les voir très bien. C'est un résultat d'une étude où on nous demande à nous, par rapport à une zone humide du PNR du Cotentin, de dire « mais aidez-nous à caractériser ce que sont ces valeurs économiques liées à l'écosystème, à un parc, écosystème protégé par un parc naturel ». Alors cet écosystème, c'est une zone littorale. Il y a des marais, par rapport à ces marais, il y a plein d'activités qui bénéficient de ces marais, que ce soit des marais qui servent à auto-épurer en partie de la pollution. Il y a des conchyliculteurs qui sont juste un petit peu dans l'anse qui est sous les marais. Les conchyliculteurs, ils bénéficient du rôle du marais, du rôle naturel. Dans le marais, il y a des touristes qui viennent visiter le marais également. Donc ce marais, avec l'état de son paysage, de ses caractéristiques de biodiversité, des oiseaux qui l'hébergent, etc., il conduit à une activité économique touristique qui, elle, c'est des touristes qui viennent, c'est de l'activité classique économique dont on parle. Ce que vous allez voir dans ces listes, si vous arrivez à les voir de loin, le marais, il contribue également à de la production de biomasse très particulière, avec une relation agriculture, zone humide, assez fragile, mais qui facilite un certain type d'élevage extensif sur la zone, qui également a une certaine valeur, soit direct parce qu'on produit de la biomasse, soit parce que les agriculteurs, quand ils vendent leur viande, bénéficient d'un label qualité spécifique lié au fait qu'il y ait des marais qui sont protégés derrière. Et donc là, vous voyez toute une liste de valeurs qu'on nous demande d'expliciter. Alors vous voyez là, l'axe, c'est des millions d'euros par an. Et après, je reviendrai sur des méthodes, comment on fait. On se dit, le marais, par les zones humides, il sert à la régulation du climat parce qu'il capte du CO2. J'essaye d'estimer combien vaut ce captage de CO2 par les marais. Donc j'ai une valeur que je calcule. La conchyliculture, j'en ai parlé. Il y a des pêcheurs, il y a de la chasse, il y a plein de choses comme ça. Et puis, il y a des éléments un peu plus difficiles à aborder qui sont des éléments de paysage, des éléments de biodiversité plus globale, et puis ce que nous, on appelle économistes, des valeurs de non-usage, c'est-à-dire qu'on est prêt, nous, à société, à protéger certaines espèces, même si on ne les utilise pas directement. Alors l'exemple simple, c'est que on est tous à se battre, à faire des manifestations, non pas pour de la directive nitrate ou des problèmes de récession et de crise financière, mais parce qu'il faut protéger certaines espèces comme des baleines. Et je pense qu'il n'y a aucun de vous dans la salle qui est usager de la baleine, c'est-à-dire qui la mange ou qui bénéficie du produit baleine. Par contre, certains d'entre vous êtes prêts peut-être à payer à des associations environnementales pour que la baleine soit protégée. Et donc on a ces enjeux de valeur non-usage qui est de dire, même si je ne bénéficie pas d'un bien produit par l'environnement, par l'écosystème, je pense qu'il a une valeur et qu'il faut qu'il soit protégé par cette valeur.
Et puis une fois qu'on a ces valeurs individuelles, parce que ça intéresse principalement des acteurs qu'on met autour de la table pour discuter, mais on protège le marais, qui bénéficie de cette protection. À certains moments, les gens nous demandent de les agréger, et pour calculer une valeur totale. Alors valeur totale ici, c'est les mêmes choses que vous avez vues avant, et puis qui donnent une valeur minimale, une valeur maximum si j'additionne tout, en faisant un petit peu attention parce qu'il y a potentiellement de la duplication. La qualité de l'eau du marais, elle est utile à la fois pour des gens qui produisent de l'eau potable, mais peut-être pour d'autres personnes comme les conchiliculteurs. Donc il faut que je fasse un peu attention à comment j'agglomère ces valeurs. Et ces valeurs totales, je peux les comparer à du coût d'intervention, du coût de protection, ou potentiellement à du bénéfice d'activité économique. Si je décide que le marais doit disparaître et qu'on met de l'agriculture intensive, je peux calculer un bénéfice qui vient de cette agriculture intensive. Voilà une idée de ce qui pourrait être perdu parce qu'on met de l'agriculture intensive. Alors comment on le fait? Alors il y a des choses, je ne vais pas rentrer dans du détail technique, je vais rentrer dans des choses très concrètes et très simples. La première, c'est qu'à certains moments, on se rend compte que quand l'environnement se dégrade, il y a des gens qui en pâtissent. Vous êtes un distributeur d'eau potable, il y a une dégradation de l'écosystème parce qu'il y a du pesticide, du nitrate, il faut que j'installe un système de traitement pour fournir de l'eau potable à des usagers. Donc on fait, nous économistes, on se dit, tiens, ce coût de traitement, on se dit que ça peut être une manière de regarder la valeur de la capacité d'épuration du système, par exemple. On se rend compte dans d'autres cas, on n'essaye pas de, il n'y a pas de dommage forcément, mais on essaye de se dire, si l'écosystème n'existait pas, qu'est-ce que l'homme devrait construire pour avoir un service équivalent à l'écosystème? Alors ici, un exemple d'épuration par des zones humides, mais on peut imaginer la même chose sur l'inondation. Vous avez de l'inondation, vous devez protéger une ville, vous mettez des digues, ça a un certain coût. Plutôt que protéger des digues, je peux redonner de la place à l'écosystème qui va avoir une capacité de stockage, de réinfiltration d'une partie de l'eau qui va jouer le même rôle que la digue. Donc, je calcule le coût de la digue et je me dis, ça finalement, c'est ce que j'économise parce que mon écosystème, il joue le même rôle que ma digue. Il ne joue pas exactement le même rôle, mais globalement, je le simplifie. Et donc, je prends le coût de ma digue et je dis, c'est ça, une manière de regarder la valeur. Dans certains cas, je regarde, même s'il n'y a pas de valeur pour le bien environnemental ou la biodiversité, je regarde de l'activité économique qui peut être liée à un écosystème de bonne qualité. Alors là, l'exemple, c'est assez simple, c'est se dire, ici, vous voyez tous les bâtiments qui ont été construits le long de l'eau. Les gens sont prêts à payer pour aller dans ces appartements parce qu'ils ont une vue sur l'eau. Si l'eau est de mauvaise qualité, ça sent dégueulasse, ils ne vont pas venir. Par contre, si l'eau est propre et puis il y a un paysage, il y a un écosystème, des oiseaux qui viennent, les gens vont être prêts à payer un petit peu plus cher pour les appartements que vous avez le long de l'eau. Et donc les gens font des analyses statistiques pour se dire, entre des appartements qui sont près de l'eau d'une eau de bonne qualité et des appartements qui sont dans un environnement dégradé, est-ce que par les différences de valeur de loyer ou d'achat et de vente d'habitation, j'arrive à trouver indirectement l'importance que les gens donnent à cet écosystème de bonne qualité. Dans certains cas, on a quand même des transactions sur des ressources naturelles ou des biens écosystémiques. Là, je donne des exemples de l'eau dans lequel en Australie, on a des marchés de l'eau et où des gens réachètent de l'eau pour la remettre dans l'environnement. Donc, il y a une genre de négociation. Et donc là, je me dis, finalement, ce que je suis prêt à mettre sur la table en tant qu'acteur public peut retraduire la valeur que je donne à l'eau que je prends et que je remets dans la rivière. Et puis, la dernière manière de voir de la valeur, c'est juste de vous demander à vous, finalement, combien vous serez prêt à payer pour protéger l'arbre que vous voyez dehors. Et là, les économistes, ils ont toute une batterie de méthodes en disant, si j'interviewe suffisamment de personnes, que je leur explique bien qu'est-ce qu'ils gagneraient par rapport à l'arbre que je garde dehors ou qu'est-ce qu'ils conserveraient, vous allez me dire, pour moi, c'est important de le protéger. C'est plus important que d'aller au cinéma UGC, et puis je serai prêt à donner tant d'argent, je simplifie un petit peu exprès, pour protéger, m'assurer que cet arbre soit protégé. Et si je fais ça avec beaucoup de personnes,
je me dis que l'information que j'obtiens m'aide à identifier l'importance de l'arbre, de l'écosystème que j'ai protégé. Voilà des méthodes. Alors après, sur la méthode, je rajoute juste, quand on demande aux gens, je ne sais pas si vous voyez très bien, on demande aux gens, mais qu'est-ce que vous êtes prêt à payer pour l'arbre? On ne leur demande pas forcément ça directement. Ici, on leur dit, finalement, on comprend qu'il y a plusieurs choses qui sont importantes pour vous. Hein, dans un écosystème, sur une zone humide. Alors ici, ce qui est important, c'est qu'il y ait plus ou moins d'animaux. Alors des grenouilles, des phoques, et puis on voit bien que pour vous, ces animaux, ils n'ont pas la même valeur. Le phoque, c'est un mammifère, c'est plus proche de l'homme. J'aurais tendance à avoir plus envie de le protéger que la grenouille, à moins que la grenouille, je la mange. Du coup, je pourrais avoir peut-être une valeur plus élevée pour la grenouille. Ensuite, je leur parle de qualité de l'eau. Je leur dis l'écosystème, il est aussi important parce qu'il traite l'eau. Ou bien, vous pouvez bénéficier, regarder un paysage qui est plus ou moins joli, qui est dégradé ou pas dégradé. Et puis, selon l'accessibilité, vous pourrez nager, vous pourrez vous baigner, vous pourrez vous promener le long de cet écosystème. Et à la fin, je leur dis, selon les caractéristiques du système, c'est 0, 1, 5, 10 euros. Et donc, je prends cette information, les gens y réfléchissent, ils se disent, mais qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que c'est plutôt la qualité? Est-ce que c'est plutôt le fait de voir un phoque ou pas? Et on a du traitement statistique derrière qui redonne de la valeur économique qu'on utilise dans des analyses. Alors, quelle pratique? Alors, globalement, c'est une pratique qui est fortement reliée à l'intervention publique. Hein, ce n'est pas des acteurs économiques qui vont spontanément se mettre à regarder la valeur d'un écosystème qui vont dégrader, par exemple. Mais dans l'action publique, la mise en œuvre de la réglementation environnementale, et en partie pour répondre à une certaine demande sociale, entre parenthèses, y compris du milieu associatif de protection de la nature, pas toujours, on se rend compte qu'il y a une application croissante de ces valeurs. Alors valeur, ça veut dire mettre de l'euro, je viendrai un peu après, pas forcément juste mettre de l'euro. Dans le domaine de l'eau en particulier, puisque la directive 4 sur l'eau, elle dit aux gens, mais vous devez faire des analyses économiques pour justifier vos choix, et en particulier pour justifier certaines situations où vous acceptez qu'il reste une certaine dégradation dans l'écosystème naturel, alors que la directive vous demande de le protéger. Donc si vous acceptez une dégradation dans le système naturel, parce qu'il y a des intérêts économiques, et on voit bien que dans un contexte de développement durable, on cherche l'équilibre entre cette activité économique et la protection, essayez de mettre une valeur sur l'activité économique, de mettre une valeur sur l'écosystème protégé ou dégradé, et de justifier le fait que ça vaut le coup qu'il soit dégradé. Une pratique, je reviens au début en disant, mais finalement, ça peut servir à pas mal de choses. Aujourd'hui, on se rend compte quand même, on l'utilise peu pour prendre la décision. On l'utilise beaucoup pour communiquer en disant les écosystèmes, c'est important, ça a des bénéfices. Alors, je vous mets toutes les valeurs que j'ai fait avant. Mais il y a peu d'exemples dans lesquels on prend cette valeur de bénéfice et on dit, du coup, je compare des coûts et des bénéfices et je prends des décisions. Ça arrive dans certains pays, Royaume-Uni, ça arrive aux Pays-Bas, où il y a des politiques matures qui sont prêts à regarder des analyses économiques sur la protection de l'environnement, à regarder des coûts et des bénéfices, et à certains moments, pour éclairer leurs réflexions, à prendre des décisions qui ne suivent pas l'analyse économique. Hein, sur la directive 4 sur l'eau, les Pays-Bas, le Parlement dit on veut une analyse économique, savoir jusqu'où on va pour protéger les ressources en eau. L'analyse économique est faite, montre que des coûts estimés sont supérieurs aux bénéfices, estimés avec des valeurs telles que je vous l'ai montré, souligne qu'une partie des bénéfices n'ont pas pu être estimés, le Parlement discute et il dit à la fin, malgré ces coûts, nous avons une responsabilité éthique, sociétale, de faire ce que la directive 4 nous demande, et donc on va améliorer les écosystèmes aquatiques et aller jusqu'à un bon état des ressources en eau partout. Donc ça, je dirais, c'est une utilisation intelligente d'une analyse économique qui sert à éclairer, à réfléchir, pas prendre une décision. Par contre, je parlais de mesures compensatoires au début. Mesures compensatoires, on n'essaye pas de comparer des valeurs économiques de ce qui est perdu d'un côté avec ce qui va être regagné par la mesure compensatoire. Le travail, là, il reste sur de l'équivalence écologique. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai perdu? Une petite plante qui était très importante. Je vais essayer de recréer quelque chose qui, au moins, me crée peut-être 2 petites plantes importantes par ailleurs.
mais on ne met pas de valeur. Et puis, on essaye de l'utiliser, comme j'ai annoncé au début, pour du paiement pour services rendus, dans lequel on dit, bah, tiens, vous voyez, ma zone humide, elle va bénéficier à des conchyliculteurs, elle va bénéficier à des distributeurs d'eau potable. Bah, pour que je garde ces valeurs, l'agriculture doit un peu changer ses pratiques. Et donc, j'accepte que le distributeur d'eau ou le conchyliculteur paye un peu l'agriculture pour qu'il change ses pratiques. Et ça va être l'exemple qu'on va trouver après, juste sur le cas de Vittel. Beaucoup de questionnements. Alors, des questionnements tout d'abord éthiques. Est-ce que c'est éthique de mettre une valeur sur l'environnement, alors que finalement, on a de la réglementation qui nous dit c'est important, il faut la protéger, c'est important pour la société. Là, je vous laisse réfléchir. Alors, ce qui est important derrière, c'est de dire, quand nous on fait du boulot valeur, on ne met jamais une valeur, 1 euro sur la table en disant mais voilà ce que vaut votre zone humide. Ce qu'on fait, c'est qu'on raconte d'abord une histoire aux gens. On leur dit mais la zone humide, c'est important parce que c'est du patrimoine, il y a des gens qui en bénéficient. Voilà quelles sont les personnes qui en bénéficient. Et une fois que les gens commencent à comprendre ça, ils découvrent des fois qu'il y a des bénéfices auxquels ils ne s'attendaient pas du tout. Et ça peut suffire pour se dire que c'est important de protéger. Si ça ne suffit pas, on dit ben ok, on va un petit peu plus loin, on essaye de vous dire combien de personnes bénéficient de tous ces services. Combien de touristes, combien de personnes qui sont liées aux distributeurs d'AEP, combien de conchyliculteurs. Ça peut suffire. Et puis à certains moments, les gens nous disent mais on veut quand même une valeur économique, et là on met des valeurs économiques sur la table. Mais on ne met jamais les valeurs économiques seules, on a toujours une histoire d'abord, pourquoi c'est important, de la quantification, et puis si la valeur elle est vraiment nécessaire, les gens la veulent, on la met sur la table, et ça aide aux gens à réfléchir, aucunement à prendre une décision. Des questions sur la robustesse des méthodes utilisées, et des questions fortes sur de l'acceptation sociale. On travaille, nous, dans des processus d'acteurs à des échelles territoriales dans lesquels les acteurs nous disent on ne veut pas de valeur sur la biodiversité, sur les écosystèmes. Parce que pour nous, c'est suffisamment important. On est d'accord de le protéger. On n'a pas besoin de vos bidouilles économiques pour nous aider à réfléchir. Par contre, il y a des situations dans lesquelles, en particulier quand on travaille sur de la mise en œuvre ou de l'élaboration de politiques nationales européennes, les gens nous demandent de la valeur en disant mais il faut que d'une manière très agrégée, on puisse comparer, on puisse comprendre. Et là, on met de la valeur sur la table pour aider la Commission européenne, par exemple, à décider de ce que doit être la stratégie dans le blueprint sur l'eau qu'ils sont en train de décider. Je m'arrête ici. Merci pour votre attention. J'ai peut-être été un peu long. Oui, du coup, juste un mot, mais vraiment une minute sur le bureau d'études. Alors, par rapport à ce que je vous ai présenté, nous, on fait ce travail-là. Donc on va appuyer des personnes qui sont en charge de mise en œuvre de la réglementation environnementale ou en charge de processus d'acteurs pour la mettre en œuvre. On va les appuyer, on va faciliter ces processus, on va faire des analyses économiques pour leur dire ben voilà des coûts, voilà des bénéfices, voilà de la valeur. Pas seulement économique, on fait des analyses sociales, parce qu'on peut très bien imaginer la question de valeur uniquement sous un angle social, en disant mais dans la gouvernance d'un territoire, par rapport à mon histoire, par rapport à ma perception de l'environnement et de ce territoire, je pense que c'est important d'eux. Et ça peut suffire là. Et ensuite, on travaille avec les mêmes acteurs sur de la prospective territoriale, comprendre comment ces territoires vont bouger par rapport à certaines politiques, certains choix, et puis comment on peut s'organiser pour améliorer au mieux l'internalisation de la question environnementale dans les décisions principalement publiques. Et ça, on le fait en France à des échelles plus ou moins locales, jusqu'au niveau européen pour la Commission européenne. Merci beaucoup. Alors, en ce qui me concerne, vous allez comprendre tout de suite pourquoi j'interviens après Pierre, tout simplement parce que l'exemple que je vais vous donner, je l'ai déjà dit, c'est un exemple concret de ce qu'on appellerait aujourd'hui paiement pour services écosystémiques, même si le jour où ça a été imaginé, inventé, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans maintenant, on ne parlait pas du tout de ça, comme on ne parlait pas d'ailleurs à l'époque de biodiversité. Mais vous allez voir, l'histoire se croise quelque peu. Moi, je suis donc directeur, vous avez vu, je reviens un tout petit peu en arrière, d'une filiale de Nestlé Waters France. Donc Nestlé Waters France, c'est, en termes de marque, simplement, si je vous dis Vittel, Contrex, Épar, Perrier,
Quézac, voilà, ça c'est un petit peu le portefeuille des eaux minérales qui ont quelque chose de très particulier, c'est que contrairement aux autres types d'eau, la réglementation impose de ne faire aucun traitement à l'eau minérale naturelle qui est extrait du sous-sol. Comme elle sort, elle doit être commercialisée, ce qui pose évidemment un petit souci majeur en cas de pollution. Donc sous-entendu, en cas de pollution, vous arrêtez tout. Voilà ce que ça veut dire. Aussi bête que ça. Et autre chose que je voulais dire, vous voyez, AgriVer, V-A-I-R, c'est pas un jeu de mots bidon, c'est tout simplement que l'exploitation des eaux minérales de Vittel et Contrex, dans l'ouest vosgien, dans la plaine vosgienne, est bordé, ce périmètre est bordé par 2 cours d'eau. Un, c'est le Ver, et l'autre, le Petit Ver, qui traverse Vittel, d'où le nom agriculture et la rivière, le Ver, tout simplement. Donc je vous disais, la situation géographique est assez unique. C'est ce qu'on appelle un impluvium, donc une zone de recharge qui est extrêmement limitée, parce que vous voyez qu'elle est comprise dans un gros rectangle de 10 sur 14 km. C'est très très petit quelque part, pour 3 eaux minérales particulières. Vittel d'une part, grande source, Contrex, ça se touche, tout ça, même si ce sont sur des zones dans le sous-sol qui sont à des profondeurs différentes. Et ce qu'on ne voit pas, c'est également Épar, qui est une eau très très particulière et qui se trouve en fait au nord de Vittel. Tout ceci étant dû à une faille géologique majeure qui remonte à plus de 200 millions d'années et qui traverse d'ailleurs l'ensemble de l'Europe et qui s'appelle faille de Vittel, qui traverse Vittel et qui provoque en fait des résurgences d'eau par en fait une fracture géologique. Vous avez là-bas au centre du parc de Vittel un puits artésien qui a permis, il y a plus de 150 ans à Vittel et 250 ans à Contrex, de découvrir un peu par hasard qu'il y avait des sources d'eau très minéralisées, très particulières à cet endroit-là. Voilà, donc c'est une situation géographique absolument unique. Nous sommes en tête de bassin de la Meuse. Alors il y a pas mal de têtes de bassin, évidemment, le long de la Meuse. Et celui-ci permet, disons, d'être complètement déconnecté de pollution en amont et d'être en fait totalement responsable de ce qui se passe sur ce territoire-là. En plus, par rapport à d'autres gîtes hydrominéraux, il est très particulier parce qu'il ne s'étend pas sur des distances colossales comme c'est le cas pour d'autres eaux minérales. Voilà. La prédominance de l'agriculture est très importante à cet endroit-là parce que vous voyez que sur à peu près 10 000 hectares, pour faire très très court, vous avez 80% d'agriculture. Et ça nous distingue quelque part de pas mal d'autres endroits où on peut avoir des ressources hydrominérales qui sont par exemple au-dessus de zones ou de zones déjà protégées par un parc par exemple ou par de la forêt tout simplement majoritaire. Là, vous avez historiquement une activité humaine, donc agricole, intense, très importante. Pour la petite histoire, il y a une centaine d'années, cet endroit précis, c'est-à-dire le sud de Vittel, à quelques kilomètres, était appelé la Petite Beauce vosgienne. C'est l'endroit où il y avait les meilleurs rendements vosgiens. Donc on avait déjà, et ça se ressent encore aujourd'hui dans la mentalité agricole, une envie d'être intensif, d'être toujours à la pointe au niveau technique. Donc vous allez comprendre, c'est d'autant plus compliqué quelque part d'aller discuter avec les parties prenantes locales. Autre chose pour ceux qui connaissent, vous n'allez pas être étonnés, il y a une présence d'un parc très important à Vittel qui fait 600 hectares et qui est très particulier, qu'on ne voit pas tout simplement parce qu'il n'y a pas de communication localement. Au fond du parc de Vittel, il y a un grand hippodrome, il y a 3 golfs, le club Méditerranée qui est implanté, 3 golfs dont 2 18 trous, c'est-à-dire une activité humaine avec une économie très importante liée au tourisme. Et là aussi, il faut faire extrêmement attention. Ce qu'on ne voit pas dans ce parc, dans ces golfs, c'est qu'ils sont entièrement nature. Ils sont zéro produit phyto et depuis très très longtemps. Et ça ne se voit pas. Ça, c'est le côté très fun de la chose. Vous vous baladez dans ce parc, dans ces golfs, et vous ne le voyez pas. Il n'y a pas d'affiche non plus. On pourrait se poser des questions sur la communication, mais c'est peut-être aussi une volonté à un moment. Voilà. Le bâti, je vous passe le détail. Ce qui est intéressant, je vais faire un tout petit peu d'histoire, parce que finalement, l'histoire d'AgriVer, c'est une belle histoire, mais qui est liée à un moment à quelques personnes qui sont visionnaires. Il faut imaginer donc Vittel en particulier, 150 ans d'histoire,
de thermalisme, d'extraction et d'embouteillage et de vente d'eau minérale naturelle. Tout le monde connaît cette marque, elle est connue mondialement. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peu près, on va dire, 25 ans, il y a une prise de conscience d'une grosse modification au niveau de l'agriculture, à savoir que si l'activité laitière est prédominante, c'est la façon de produire du lait qui a changé. On s'est mis à faire beaucoup de maïs pour faire de l'ensilage, qui est un excellent aliment. L'agronome que je suis dira certainement pas le contraire. C'est une plante extraordinaire, riche en énergie et qui permet une régularité de production laitière. C'est quand même plus simple et quand même beaucoup plus sécurisant que de l'herbe, tout simplement. Donc, vous avez une modification profonde à ce moment-là de la manière de produire du lait. En parallèle, lié à ça, vous avez un retournement de prairies très important et vous avez utilisation de plus en plus importante à ce moment-là de produits de protection, de pesticides, produits phytosanitaires. Prise de conscience à un moment des gens qui sont à la charge de ce qu'on appelle à l'époque Vitel SA, qui peut-être, je dis bien peut-être, on va avoir un problème dans quelques années. Alors c'est important parce qu'il n'y avait pas de problème. En plus, on était, les chimistes, il y a des chimistes parmi vous, on était en dessous des seuils de détection, les manières de détecter n'étaient pas celles qu'on connaît aujourd'hui. Donc on sentait qu'il y avait une hausse de nitrate, ok, mais on ne mesurait pas de produits phytosanitaires, de résidus dans l'eau. Mais clairement, il y avait un risque. Ce risque a abouti il y a 25 ans à la rencontre avec des chercheurs de l'INRA. Il y a une station très importante à Mirecourt qui se trouve à 25 km et qui est, alors c'est le hasard un petit peu, mais c'est beau, c'est ça l'histoire aussi, qui était en lien avec Dijon, Versailles et encore un autre dont le nom m'échappe, et qui formait ce qu'on appelle le SAD, le SAD, Système Agriculture et Développement, et qui était pluridisciplinaire. C'est-à-dire c'était un groupe de travail qui mélangeait aussi bien des agronomes, alors des plantes, mais également des agronomes, des zootechniciens de la production animale, mais aussi des sociologues, des géographes, des hydrogéologues. Et tout ce petit monde s'est intéressé à la demande de Vitel à cette question, que faudrait-il faire pour éviter qu'une catastrophe n'arrive? Parce que je répète encore une fois, si vous avez une pollution de ce gîte hydrominéral, ben vous pliez bagage, parce que vous ne pouvez pas traiter l'eau qui se trouve, que vous extrayez. Je vous passe aussi le détail. Je crois pas dire de bêtises en disant que Nestlé Waters est le plus gros pourvoyeur d'emploi des Vosges. Et sur l'ouest vosgien, avec une certaine déprise économique, c'est excessif, c'est vital pour la région de conserver cette activité. Donc il y a 25 ans, des gens se réunissent, on leur pose la question, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter d'avoir un problème? Les gens réfléchissent et disent c'est simple, agronomiquement parlant, il ne faut pas plus de 10 mg par litre de nitrate à 1,50 m dans le sol, parce qu'après, on ne peut pas le rattraper. Et quelque part, une décision excessivement importante à l'époque qui a fait beaucoup de bruit, pas de produits phytosanitaires, y compris des produits naturels, puisque qui dit produit naturel, mais dit biocide, on ne sait pas, même une molécule naturelle, si elle n'est pas capable de migrer dans le sol. Comme on ne savait pas, on s'est dit on va carrément supprimer ça. Ce groupe de travail a donc planché en plusieurs périodes. Donc en gros, la plus importante, d'après moi, c'est 89-92, élaboration d'un cahier des charges pour arriver à ce résultat. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une incantation quasi biblique en disant « il ne faut pas », vous avez des gens qui travaillent. Et l'idée, c'était surtout de conserver l'ensemble de l'activité économique en surface. Et sûrement pas de dire on va supprimer l'activité économique, donc les agriculteurs. On va les sortir du territoire et comme ça, on protège notre business, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? 92, on va dire, je vais faire très court, il y a création d'Agriver, donc cette filiale de Nestlé, puisque Nestlé, entre-temps, au fur et à mesure, disons, a racheté des parts de ces eaux pour devenir à 100% propriétaire. Et donc, 92, Agriver est créé uniquement pour protéger de manière partenariale avec les agriculteurs, entre autres, cette richesse patrimoniale qui se trouvait sous nos pieds. 92, petit clin d'œil, c'est la première fois aussi qu'on entend parler de diversité du vivant. Je ne me souviens plus exactement. Voilà, c'est exactement ça. 92, c'est la première fois qu'on parle de ce qui allait devenir la biodiversité.
Mais à l'époque, soyons clairs, même à Vittel, on n'en parle pas. Ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Ce qui est important, c'est protéger la ressource pour protéger l'activité économique en surface. Et tout ça de manière très préventive. Ce qui s'est passé, beaucoup de recherche et développement, et au bout du compte, un cahier des charges très strict qui est proposé, et non pas imposé comme on entend de temps en temps, aux agriculteurs. Et c'est là où il y a un enjeu. Vous allez voir un producteur qui vit, c'est un entrepreneur, et vous lui dites, voilà, c'est clair, entre nous, il faut qu'il y ait un deal. On veut que vous appliquiez ce cahier des charges, et en échange, qu'est-ce que vous serez prêt à faire ? Et cet échange, ça a été un certain nombre de choses, notamment la mise à disposition de foncier. Je vous passe très très rapidement, parce qu'il y a eu effectivement une politique d'achat foncière systématiquement pour remettre ce foncier acquis aux agriculteurs, sous une forme qu'on appelle, et qui a été remis au goût du jour, le prêt à usage. Donc ce n'est pas un bail, ce n'est pas du fermage. Un agriculteur qui aujourd'hui bénéficie sur le secteur de terre que possède Nestlé, en jouit sur une très longue période, entre 18 à 30 ans, c'est contractualisé, sans fermage à payer. C'est-à-dire, il en a l'usage sans avoir à payer quoi que ce soit. En revanche, il s'engage à respecter un cahier des charges. C'est donnant-donnant. Ça marche bien, puisqu'aujourd'hui, on va dire, 90%, on le verra après, des surfaces sont protégées au niveau agricole par ce biais-là. Donc, ça a été compliqué. Mon prédécesseur raconte il a fait le curé de campagne. Il a passé des soirées entières, des journées entières à discuter en disant mais il faut changer. Et je répète, dans une zone où il y avait une volonté d'être intensif. Alors je fais encore une fois une toute petite allusion, moi qui ai travaillé longtemps en coopérative agricole. On n'est pas sur de l'extensif pur. On est bien sur ce qu'on pourrait appeler, que j'aime pas trop moi, mais de l'écologiquement intensif. On reste intensif, on veut produire beaucoup de lait. Il y a juste à côté de Vittel une des plus grosses fromageries de France, qui est Hermitage, 900 employés. Donc vous imaginez l'activité économique liée directement à la production laitière. Donc il faut produire du lait de qualité, et on n'a pas le droit de jouer avec ça. L'économie là-dessus, elle est trop prégnante, on peut prendre trop de risques. Néanmoins, le cahier des charges a été appliqué, il n'y a plus de produits phytosanitaires appliqués, donc un changement majeur, des rotations très longues. Également, la lutte biologique qui évidemment a été pas remis au goût du jour, mais a été simplement amenée avec beaucoup de force et appliquée dans toute sa complexité localement, avec beaucoup de formation de la part des producteurs. Également de la formation pour ces personnes. Vous voyez, désherbage mécanique et thermique. La partie mécanique, c'est l'agricole. Thermique, c'est la partie plus espace vert, les villes, parce que je vais très très vite. Mais nous avons également travaillé beaucoup avec les collectivités, parce qu'il était hors de question, le long d'une faille importante, d'avoir effectivement ce genre de pratiques qui ne se fassent pas en ville et qui se fassent dans le monde agricole. Et des aides financières, on pourra revenir si vous le souhaitez également. Donc l'activité zéro pesticide, aujourd'hui, elle est appliquée à peu près à 90%. La SNCF également, ça c'est un point important. Il y a des voies de chemin de fer, des voies de circulation très importantes. Aujourd'hui, Agrivert fait le désherbage thermique de l'ensemble des voies ferrées du territoire, en partenariat, pas toujours simple d'ailleurs, avec la SNCF. Voilà, un exemple de désherbage thermique dans le parc. Vous voyez beaucoup de gens comme ça travailler dans le parc. En termes de biodiversité, soyons clairs, nous avons au jour d'aujourd'hui une conséquence de toute cette politique. Ça a été un maintien, voire même, puisqu'on fait énormément d'inventaires, une amélioration de cette biodiversité qui est évidente. Si vous arrêtez sur un territoire aussi grand quelque part d'utiliser des produits phytosanitaires, vous avez mécaniquement, naturellement, un retour de la biodiversité. Mais c'est une conséquence de toute cette politique. Voilà, donc quelques jolies petites photos. Ça, on a fait beaucoup d'inventaires avec des organismes qui le font en prestation de services. Et là, par exemple, le damier de la Sucise que vous avez à gauche, ce papillon fait partie des 60% de papillons de jour qu'on trouve en Lorraine et qu'on retrouve sur le territoire de Vittel. Alors, c'est vrai que ça ne se voit pas bien, il faut vraiment avoir l'œil. Moi, je l'ai fait l'été dernier, en se promenant, on voit quand même quelque chose. Mais ça ne se voit pas d'une façon évidente, comme on n'est pas sur un parc avec
on va dire, des choses un peu plus artificielles. De la même façon, il y a un certain nombre d'oiseaux, beaucoup de travail avec la LPO, qui reviennent ici. Petit clin d'œil, ça c'est un oiseau la photo a été prise en Israël, c'est un migrateur. Des inules, des choses comme ça pour brosser, etc. La biodiversité est aujourd'hui totalement intégrée au modèle AgriVert que je dirige aujourd'hui. Je vous fais très très court parce que cette biodiversité aujourd'hui, même si c'est une conséquence, elle redevient évidemment, elle devient un véritable plus pour un certain nombre de choses, aussi bien sur le cycle de l'eau qu'en auxiliaire de la production agricole. C'est un très bon indicateur de l'état évidemment des écosystèmes. Et puis, vous voyez, le dernier point à la fin, c'est aujourd'hui un facteur de valorisation pour tout un territoire. C'est quelque chose de relativement nouveau, mais la volonté, le souhait qu'on peut avoir, c'est que le territoire, les collectivités locales, on n'est pas à Strasbourg, hein, ce sont des petites villes qui font ce qu'elles peuvent, elles se débattent dans un contexte économique qui n'est pas simple, mais elles doivent prendre conscience qu'elles ont une richesse et qui est liée à l'expérience AgriVert. Mais aujourd'hui, tout le mal qu'on leur souhaite, c'est qu'elles se saisissent de cette richesse et qu'elles capitalisent là-dessus. Pas avec Nestlé, toutes seules, mais ça sera on est dans un cercle vertueux. Les jardins de la terre, c'est beaucoup de pédagogie localement. Je finirai juste pour dire simplement, pour les 20 ans qui viennent, si on voulait se projeter encore, tout le mal qu'on se souhaite, c'est une valorisation, encore une fois, de tout ce qui a été fait, pour tendre vers un territoire qui, encore une fois, est petit, mais qui est très observé, et qui a un vrai potentiel de forte valeur environnementale. Encore faut-il qu'elle soit reconnue. Ce pourquoi on travaille aujourd'hui, il y a plein d'exemples. Hein. On fait de la renaturation de cours d'eau. On engage un chantier de plus de 2 km de renaturation d'un cours d'eau. Mais il y en a un qui me plaît et qui colle avec la journée. C'est un travail d'une entreprise multinationale qui s'appelle Nestlé, donc Waters, qui travaille avec Bureau Veritas sur une tentative de labellisation de la biodiversité. Elle se fait avec des cabinets, etc. aussi. Et elle se fait, on va dire, cette labellisation, la démarche, si vous voulez, peut se faire à 2 niveaux. Elle se fait soit en reconnaissant, en aidant à la reconnaissance d'une entreprise pour son engagement, donc un premier niveau, comme elle peut ensuite, en s'appuyant évidemment sur un référentiel très strict, très rigoureux, mais elle peut aller jusqu'à également la reconnaissance par une labellisation pour une entreprise. Donc vous voyez, c'est extrêmement ambitieux, et la labellisation étant, il faut qu'elle soit extrêmement dure à obtenir, mais pour être une espèce de teasing, pour être quelque chose qui donne envie aux entreprises les plus vertueuses de s'engager encore plus en faveur de la biodiversité. Voilà. Merci. Merci. Je ne sais pas si je ne suis pas trop long non plus. Il est 10 heures, mais c'est le parc. Je vais demander la possibilité de déborder un peu. C'est vrai qu'on va commencer à 9h10 aussi à peu près. Donc une dizaine de minutes, on a effectivement pour échanger pour des questions. Je suis à votre écoute pour ça. Si vous voulez. Oui. J'ai une question qui s'adressait au représentant d'AgriVert. Nestlé Waters, c'est quand même Nestlé en général, c'est un géant de l'agroalimentaire qui donc a priori est plutôt sur des pratiques agroalimentaires et agricoles qu'on connaît. Est-ce que cet exemple fait tache d'huile au sein du groupe? Sans être du tout polémique, est-ce qu'il y a d'autres sites, soit sources, donc soit au niveau eau, soit peut-être même plus généralement agricole, où on essaye de mettre en œuvre le même type d'approche au sein du groupe? Alors d'abord, vous l'avez dit, Nestlé, c'est un monstre, hein, on dit, en termes d'entreprise. C'est bien pour ça qu'il y a des grandes divisions. Moi, j'allais dire, le monde du chocolat, je ne le connais absolument pas. Je ne connais personne là-dedans. Déjà, on est dans la division eau minérale, qui est déjà important en soi. Après, par contre, il y a quelque chose de commun entre l'ensemble des divisions. C'est la volonté, si vous allez sur le site de Nestlé, vous voyez le PDG de Nestlé qui prend la parole, etc., et qui fait appel aux valeurs de l'entreprise, qui, elles, se répartissent sur l'ensemble. Et parmi elles, il y a quelque chose qui est représenté par une pyramide. Je vous encourage vraiment à y aller, parce que intellectuellement, d'accord ou pas d'accord, intellectuellement, c'est intéressant. Vous avez 3 niveaux. Le premier niveau, c'est évidemment, on ne fait rien au détriment de la sécurité, de ce qu'on appelle la compliance. Il faut être absolument en lien avec la réglementation. Le deuxième niveau, sustainability, développement durable, mais ça, a priori, partagé, je l'espère, par un nombre croissant d'entreprises.
Et le troisième niveau, le haut de la pyramide, c'est la CSV, la Creating Shared Value, donc la valeur partagée créée. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant qui est partagé et qui a à peu près une vingtaine d'années, qui a été imaginé par des sociologues de Harvard, Michael Porter, entre autres, et qui aujourd'hui est appliqué dans quelques multinationales, qui se disent, OK, aujourd'hui, notamment localement, là où nous sommes, nous devons d'aller au-delà du développement durable au sens où on l'entend avec les différents piliers, en créant de la valeur et en la partageant avec le territoire. Et là où c'est intéressant, c'est que Agrivert est regardé de très très près par le groupe dans toutes ses composantes, parce que justement, c'est une manière de restituer au territoire de la valeur créée. Après, la petite pirouette que j'ai envie de dire, parce que pas plus tard qu'hier, j'étais avec des élus, c'est est-ce qu'ils ont compris jusqu'où on peut aller, comment dire ça, qu'eux-mêmes doivent se saisir de ça pour eux-mêmes sublimer un peu ce qui a été fait. Oui, Christophe, bon, je pense que... Rappelle-nous juste à quelle époque Nestlé a racheté Vittel et Complexiville, mais ce n'était pas le sens de ma question. Pour reprendre le débat, faut-il donner de valeur à l'environnement? Au bilan d'Agrivert, quelle est la valeur donnée à toute cette démarche? C'est-à-dire que, est-ce que quelque part, on va retrouver une valeur comptable, financière, enfin plutôt comptable, véritablement, de l'environnement dans le budget d'une entreprise comme celle-ci? Alors, c'est quelque chose qu'il faudrait évidemment poser, c'est une question qu'il faudrait poser aux financiers de l'entreprise, pas moi en tout cas. Agrivert est une filiale mais qui ne génère pas de produits, d'accord? On est plutôt un poste de charge. Donc voilà, il faut toujours défendre un peu nos dépenses. Il n'y a pas, à ma connaissance aujourd'hui, je dis bien à ma connaissance, il n'y a pas de valeur comptable aujourd'hui de ce qui est fait. Alors, tout simplement parce que en fait, on est un peu dans la loi du tout ou rien. Si nous savons aujourd'hui, avec l'expérience malheureusement de plein d'autres endroits sur la planète, que si on n'avait pas fait ça, il est fort probable qu'aujourd'hui, nous n'aurions plus d'activité au minéral, plus de Contrex, plus de Vittel, plus d'Épar. Peut-être, Épar, c'est dans le parc, c'est à quelques mètres sous terre. Vous imaginez un golf. Ceux qui savent comment on gère un golf de manière traditionnelle peuvent se poser pas mal de questions sur qu'est-ce qui peut migrer jusqu'au gîte. Donc là, on n'est pas en train de se dire comptablement quelle est la valeur. Là, c'est marche ou crève. On fait pour protéger, et si on ne fait pas, on prend un risque pour l'activité dans sa globalité. On va dire 92, c'est vraiment un tournant, parce que ça a été le rachat de l'ensemble des parts de Vittel SA. Ouais. Non, non, pas du tout. Je répète encore une fois, surtout à cette époque. Aujourd'hui, on peut se permettre de se poser des questions de la valeur d'un écosystème, dans tous ses compartiments, dans toutes ses composantes. Et encore, vous voyez bien, c'est relativement nouveau. Il y a 20 ans, c'est pas ça. C'est, si on ne le fait pas, on disparaît. C'est aussi basique que ça. Pardon ? Ah ben, c'est avant tout pour un intérêt économique. Dans le monde de l'entreprise, c'est quand même ça avant tout, mais avec d'autres choses, heureusement, tout autour. Quand on fait du paiement pour service rendu, on a deux parties de l'équation. Quand on fait du paiement pour service rendu, on a deux parties de l'équation. Il y en a un qui est de dire les agriculteurs vont devoir changer leurs pratiques, donc ils vont perdre. Et je m'assure qu'ils compensent au moins leurs pertes. Et il y a de l'autre côté, qui est la partie valeur, qui est parce qu'ils vont changer de pratique, qu'est-ce que je vais gagner? Qui serait la valeur du service écosystémique produit. Et qu'est-ce que je vais gagner? On se rend compte qu'il y a de très rares cas dans lesquels c'est effectivement pris en compte pour définir ce que devrait être un transfert financier entre celui qui bénéficie et l'agriculteur. Dans le cas de Vittel, qu'est-ce qu'on gagne? C'est en fait effectivement le chiffre d'affaires ou la valeur ajoutée que Nestlé Water a de l'eau minérale qu'il produit. Et cette valeur ajoutée, je suis sûr que si on faisait des analyses, elle est sans doute à des niveaux bien supérieurs que le transfert financier qu'il y a vers les agriculteurs.
Et donc, quand on a des paiements pour services rendus, il y a un enjeu qui est un enjeu de négociation, qui est de se dire, mais finalement, entre le surcoût qu'a l'agriculteur et le bénéfice qu'a le bénéficiaire du service, où est-ce que devrait s'établir l'équilibre financier de la transaction? Et là, je pense que dans le cas de Vittel, mais ça peut-être a plus d'informations, on est sans doute sur le surcoût pour l'agriculteur, plus quelque chose, hein, puisqu'il fallait que les gens soient incités, etc. Mais je ne sais pas l'importance de ce plus quelque chose par rapport à ce qu'ils auraient réellement perdu. Mais la valeur, elle est bien dans la valeur ajoutée. Ah oui. La question que je me pose, c'est est-ce qu'au bout de, ça fait combien d'années? 20 ans. 20 ans, Au ouais. bout de 20 ans, ils ne sont pas gagnants par rapport à un agriculteur qui n'est pas dans cette zone et qui continue Possible. à pratiquer l'agriculture. Je vais rebondir, mais pas de façon financière. Si vous posez la question aujourd'hui à un agriculteur qui effectivement a changé de pratique, il est passé un petit peu par tous les stades du doute à un moment, même si avec l'aide financière et l'aide technique, parce qu'on ne rentre pas dans le détail, quand je reçois des étudiants de l'agro ou d'autres, on pose beaucoup de questions, mais qu'est-ce que vous allez faire? Il y a eu des investissements matériels sur l'exploitation, du compostage. On composte 40 000 tonnes de fumier tous les ans. Et c'est Agrivert qui le fait pour le compte des agriculteurs, etc. Et quand vous leur posez aujourd'hui la question, est-ce que vous faites marche arrière? Ils disent non, mais peut-être qu'ils vont parler d'autre chose que d'économie. Et à un moment, quand vous leur dites, mais vous avez l'impression que votre santé s'est améliorée? Moi, j'ai 8 personnes sur 10 aujourd'hui qui me disent, bah oui, je ne me vois pas faire marche arrière. Comment vous calculez ça? Comment vous chiffrez ça? Et là, je parle bien d'une partie prenante essentielle avec qui j'ai un respect profond. C'est pas un gars à qui on a imposé un truc et puis voilà, t'as qu'à faire. C'est pas ça. C'est quelqu'un qui aujourd'hui le demande. Nous sommes arrivés au bout des premières conventions de 18 ans. Tout le monde re-signe. Je ne suis pas sûr que c'est un travail d'économiste au départ, mais c'est vrai qu'il y a des travaux qui sont de se dire, quand j'achète ma pizza surgelée, est-ce que je donne un signal au consommateur pour lui dire, voilà la biodiversité en jeu derrière. Et on voit bien que la pizza congelée, elle a de l'emballage, elle a de la pâte, de la farine, qui ont été transformées quelque part, qui fait que j'arrive à ma pizza surgelée. Et on voit bien la difficulté de retraduire toutes ces étapes vers ce que pourrait être quelque chose qui est un indicateur simple à comprendre de type, comment est-ce qu'on appelle, empreinte écologique, qui dirait, mais voilà, si vous mangez votre pizza, ce que vous mettez en jeu. Il y a de la recherche qui se fait. Je pense qu'il y a dans certains pays des tests qui se font autour de la labellisation biodiversité, mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on ait clairement clarifié également ce que le consommateur peut effectivement comprendre et garder et percevoir quand on lui montre quelque chose. Et on voit bien aujourd'hui quand on regarde une boîte de conserve, la difficulté déjà de comprendre ce qui est sur la boîte de conserve tel que c'est aujourd'hui, sans parler d'environnement. On aura des produits, des pourcentages, des machins écrits en petit. Qu'est-ce qu'en fait vraiment le consommateur dans sa décision d'achat? Mais il y a du travail qui est fait, à l'INRA par exemple, sur la réflexion sur du label qui permet de retraduire la question de biodiversité. C'est aussi une façon de mettre une valeur par rapport à la biodiversité. Ou de la signaler à l'acheteur consommateur, tout à fait. Peut-être une dernière question. Oui, bonjour. Sans vouloir faire de polémique sur l'eau en bouteille, la mission d'Agrivert, c'est quand même de répondre à une conciliation d'intérêts économiques et finalement en fait de marchandiser l'eau. Alors moi je me demande si c'est pas un biais qui va mener finalement à, on va dire, à la dévalorisation de l'eau qui est normalement un bien commun dans d'autres cadres, par exemple ça peut être la qualité de l'eau du sous-sol, ça peut être l'eau du robinet. Donc est-ce que finalement
là, c'est pas un arbre qui cache la forêt, et parce qu'on a réussi une mission de protection d'une ressource en eau commerciale, et ben finalement, à côté, on va avoir un moindre regard sur la protection des eaux en général, dans l'agriculture en général. Et pourquoi pas essayer, enfin, là, ça serait au niveau réglementaire, d'essayer de généraliser ce qu'a fait cette initiative, parce que la problématique de la conservation de l'eau, la protection des ressources en eau, c'est pas uniquement sur le bassin Vitel qu'il faut la faire. Mais ce qui est fait là sur Bassin Vitel, c'est en train de s'étendre sur des captages AEP classiques, donc non commerciaux au sens au minéral, avec des exemples qui croissent dans plein de pays sur le fait que pour protéger la ressource, ça représente quand même peut-être une approche coefficace par rapport à traiter, et donc tout le monde y gagne un petit peu. Et finalement, ça revient moins cher que de faire du traitement a posteriori via charbon actif. Dans certains cas. Parce qu'il y a des études de l'Agence de l'eau Seine-Normandie qui montrent que selon ce qu'on prend comme coût, est-ce que c'est le coût financier individuel ou c'est un coût global, il y a des situations dans lesquelles le charbon actif peut quand même représenter une solution économique globale qui est bénéfique pour tout le monde, mais dans certaines conditions seulement. Mais généralement, le changement de pratique sera ce qui les gens suivent, et vous avez des exemples dans la littérature, vous en avez aujourd'hui un paquet. Alors ce qui est intéressant dans les exemples, c'est que les gens sont en train de changer un petit peu, en train de se dire, au début on était sur du bien service écosystémique seul, c'est-à-dire toi agriculteur tu changes ta pratique, moi distributeur d'AEP je te paye pour que tu la changes. Mais il y a des exemples qui sont en train d'intégrer des enjeux de production agricole, c'est-à-dire moi, collectivité, je passe un contrat avec toi agriculteur pour que tu changes tes produits, que tu fasses de l'agriculture bio, que tu fournisses ma restauration collective, et en même temps tu auras de la production de services sur des captages qui fait que j'en bénéficierai également comme distributeur d'eau potable. Donc on a une contractualisation qui n'est pas juste de dire à l'agriculteur je veux que tu changes ta pratique parce que moi j'en bénéficie pour l'eau potable, mais qui est un deal dans lequel l'agriculteur garde aussi sa place de producteur avec, je dirais, sa fierté et puis son vrai rôle de producteur de produits agricoles, puisque c'est quand même ça ce que est fait pourquoi l'agriculture au départ. Et donc ces deals sont quand même assez intéressants parce qu'ils montrent qu'on a une vision plus large de contractualisation entre agriculteurs et puis collectivité au sens très large. En fait, votre question, elle ouvre effectivement des débats qui dépassent très largement le cadre d'ici. En plus, je ne serai pas la meilleure personne pour répondre parce que là, ça va toucher à de la stratégie d'entreprise, etc. Ce que je peux dire, par contre, avec le petit recul que j'ai aujourd'hui, c'est que d'une part, l'eau minérale que vous avez en bouteille, elle est, si j'écoute mes collègues, eux, du marketing, etc., ils ne voient pas ça comme de l'eau, mais ils le comparent en fait aux eaux, au soda, etc. C'est pas c'est ce qu'ils appellent la consommation nomade, etc. Parce que c'est pas celle de la maison quand vous ouvrez le robinet, l'eau du robinet. C'est votre robinet. C'est vraiment, ils se mettent sur le même créneau que Coca et les autres, je ne vais pas les citer, que des boissons sucrées, etc. Donc, et on joue beaucoup sur l'aspect santé, etc. Déjà, ça s'appelle de l'eau parce que c'est H2O à 98 et quelques %, mais d'un point de vue... Ça n'a strictement rien à voir. D'ailleurs, si je vous conseille de boire de l'eau départ pendant 2 jours d'affilée, vous allez voir si c'est la même chose que ce que vous avez à l'eau du robinet. Vous avez des effets un petit peu différents. C'est un petit clin d'œil parce que ça m'est arrivé. Donc ça, c'est le cas. Voilà, il y a un petit quelque chose. Par contre, c'est vrai que votre question, elle touche au modèle, à la duplication, à la replication du modèle. Quand on pose la question, alors c'est très perso, je ne suis pas sûr d'avoir raison. Moi, je dis que on me dit, est-ce que c'est duplicable? Moi, je réponds non. Alors tout le monde se dit, mais pourquoi le modèle n'est pas duplicable? Parce que, en fait, ce qui est duplicable, c'est la méthodologie. Cette méthodologie pluridisciplinaire qui, à un moment, a mis des gens aussi différents que des économistes, des géographes, des hydrogéologues, des agros, autour de la table, pour étudier pendant 3 années un bassin qui fait 100 km², pour dire, dans ce cas particulier, par rapport à cette problématique, c'est ça qu'il faut faire. Si vous aviez eu 20% d'agriculture et 70% d'urbanisation, c'est certainement pas Agrivert qui aurait été créé. Donc, le modèle n'est pas duplicable. La méthodo, moi j'encourage tout le monde à refaire la même. Mais quand on dit 3 années d'études à je ne sais combien de chercheurs, puis après... C'est vrai que le modèle est basé sur de l'acquisition foncière. Oula. Même si après c'est remis à 100% à la disposition des agriculteurs, sans aucune contrepartie, sauf de respecter un cahier des charges,
bah, tout de suite, ça, encore une fois, là, c'est polémique. C'est la grande entreprise qui prend des terres, etc. Demandez aux gens ce qu'ils en pensent, localement, etc. Regardez comment c'est aujourd'hui perçu. Je pense qu'il y a des collectivités qui seraient assez heureuses d'avoir les moyens aujourd'hui d'acquérir du terrain, du foncier et de faire exactement la même chose. Après, c'est économique, c'est un choix, c'est stratégique. Il faut imaginer que c'est un investissement qui dépasse très largement des investissements long terme classiques. On n'est pas sur 5 ans. Quand vous faites l'acquisition d'une terre et que vous la mettez à disposition de quelqu'un dans un pré-usage de 30 ans, c'est bien un investissement sur plus d'une génération. On est dans quelque chose qui dépasse la façon habituelle de gérer des investissements. Ça, c'est intéressant. Ça, j'encourage tout le monde à bien réfléchir. Voilà. Moi, je suis sûr que si on bosse bien, dans 20 ans, vous venez à Vittel, on a encore progressé en termes de biodiversité, etc. Et on a toujours une activité économique qui fait vivre l'Ouest vosgien. Et ça, pour moi, c'est important. Sachant que l'acquisition foncière, c'est bien une des particularités de l'exemple Vittel. C'est vrai. Puisqu'il y a de la contractualisation qui se fait sans acquisition. Il y a de la contractualisation entre agriculteurs et collectivités qui se fait sans acquisition foncière. L'enjeu d'acquisition foncière, là, ça devient un enjeu de ressources financières disponibles pour le faire. Mais il y a de la contractualisation qu'on fait, comme nous, on est payé bureau d'études à faire des choses parce qu'on a un contrat. Les agriculteurs, ils ont aussi, avec des collectivités, des contrats qui ne demandent pas forcément d'acheter. Alors, une micro-question qu'on se quitte, mais ça, c'est pour prendre un tout petit peu de recul. Vous parliez des questions que vous posiez aux personnes sur la valeur qu'ils accordent, combien ils sont prêts à payer, etc. pour avoir la voix. La curiosité pour moi, c'était de voir est-ce que vous avez des réponses très très différentes selon les interlocuteurs, selon les âges, ou est-ce que finalement on trouvait des gens qui se mettent d'accord assez facilement sur un des mots? On a des réponses différentes qu'on analyse et qu'on essaye d'expliciter. Et la difficulté, c'est de voir dans les réponses différentes ce qui est réel, enfin de structurant dans la réponse, et puis ce qui est du bruit qui s'enlève. Parce que pour être très clair, quand on fait ces méthodes, si vous me demandez la valeur de l'arbre là et qu'il fait beau, ma valeur sera supérieure. Quand on fait des entretiens dehors dans la rue et qu'il fait moins 10 en Lettonie, l'entretien, les gens au bout d'un moment, ils ont envie que ça aille vite, donc ils passent. Donc il faut qu'on enlève tous ces bruits. Et ensuite, on arrive à voir que suivant des niveaux de revenus, des occupations, il y a des différences. Et qu'il n'y ait pas forcément des différences juste liées à du revenu. C'est vrai que le facteur revenu explique qu'on a des valeurs supérieures, en particulier parce qu'on a aussi des activités différentes par rapport aux écosystèmes dans lesquels on vit. Les gens qui ont plus de revenus vont aller plus dehors, se balader. Il y a plein de choses qu'on peut expliciter. Et ensuite, on a des valeurs qui peuvent être assez importantes, en particulier pour des espèces emblématiques. Donc le phoque... Le hamster. Celui-là, j'en parle pas du hamster. Monsieur Guéry de l'Adréal pourra en parler un petit peu plus. Oui, évidemment. Mais il y a des espèces emblématiques et l'enjeu, c'est ensuite se dire, j'imagine bien que la biodiversité, qui est une somme d'espèces emblématiques, n'est pas non plus la somme de toutes les valeurs que vous allez me demander si je prends chaque espèce individuellement. Donc il y a de la compréhension de ce qui est vraiment dans la réponse des gens. Et pour nous, on vous dit la valeur qu'on obtient, c'est un élément de l'étude, mais la matière essentielle, elle est dans les autres éléments d'étude où les gens nous disent ce qui est important pour eux et où sont leurs priorités par rapport à des choses non environnementales. Je disais le cinéma, pas le cinéma, ou dans l'environnement, ce qui est essentiel qu'il faut protéger. Et ça, on pense que ça peut aider des gens à prendre des décisions sur des choix. Vous n'avez pas assez de budget, je m'oriente dans des directions qui sont celles que les gens pensent prioritaires d'un point de vue de protection. Bon, M. Claude, merci beaucoup pour vos interventions. Merci pour votre attention à vous. Merci à vous. Donc, nous basculons dans un temps qui combine de la pause et du forum off que vous pouvez aller voir. Et le prochain rendez-vous pour tout le monde est à 11h en conférence de Pascal Pic. Merci et bonne journée à vous. Merci à toi. Merci.